Le 9 octobre 2013, Abby Hernandez, 14 ans, rentre tranquillement de l'école pour retrouver sa maison, mais ce qu'elle ignore, c'est que sa rencontre avec un homme sur le chemin va faire basculer sa vie à tout jamais. Je vais vous raconter son histoire. Abigail Hernandez, que ses proches surnomment Abby, est une adolescente américaine qui vit dans l'état du New Hampshire et plus précisément dans la petite ville de Conway, une ville de 10 000 habitants au milieu des montagnes avec de beaux paysages. Abby vit avec sa maman Zenia et sa sœur Sarah. Elle a 14 ans, elle vient d'arriver au lycée. Elle a choisi 2 spécialités d'ailleurs au lycée, l'allemand et la robotique, et c'est une jeune fille heureuse. C'est une fille qui est rigolote, qui est positive, qui est très sociable également. Elle n'a aucun souci à se faire des amis. Elle va toujours engager la conversation avec de nouvelles personnes. Et c'est également une adolescente très sportive. Elle pratique l'équitation, mais également le ski, puisque dans l'état du New Hampshire, c'est un sport qui est très répandu, donc elle en fait depuis toute petite et c'est un sport dans lequel elle est très très forte. Notre histoire se déroule en octobre 2013 et Abby est née le 12 octobre 1998, donc on est à quelques jours seulement de son anniversaire des 15 ans et elle a hyper hâte de le fêter. Sa maman Zenia lui prépare une énorme surprise, une grande fête avec tous ses amis, sa famille, plein d'activités amusantes. Et vraiment, Abby se réjouit, elle a trop hâte d'arriver à son anniversaire, de voir ce que sa mère lui a réservé et d'ouvrir ses cadeaux. On est le mercredi 9 octobre, donc à quelques jours seulement de cette belle fête, quand Abby décide de rentrer du lycée à pied. Alors, ça lui arrivait de rentrer à pied ou des fois elle prenait le bus. Ce jour-là, elle a décidé de faire le chemin à pied, mais elle l'a très vite regretté parce que c'était un jour où elle avait mis de nouvelles bottes et malheureusement, ces bottes lui avaient fait des ampoules. Donc, elle est en train de marcher vraiment dans la souffrance et elle se dit « Mais pourquoi j'ai pas pris le bus ?» quand une voiture s'arrête à sa hauteur. Au volant de la voiture, c'est un homme qui a la trentaine, qui est souriant, qui a l'air plutôt sympathique, qui a l'air tout ce qu'il y a de plus normal, et il propose à Abby de la ramener chez elle. Alors Abby sait bien sûr qu'il faut normalement refuser ce genre de proposition, mais elle a tellement mal aux pieds qu'elle se dit que cet homme lui a forcément été envoyé par son ange gardien. Elle se sent pas capable de faire le reste de la route à pied, alors elle accepte et elle monte sur le siège passager. L'homme démarre, alors Abby n'est pas si naïve que ça, elle refuse de donner son adresse à l'homme, elle lui dit qu'il n'a qu'à le déposer à une boulangerie qui est pas loin de chez elle et qu'elle finira la route à pied. Donc l'homme accepte, mais alors qu'ils sont en chemin, il lui dit qu'il va d'abord faire un crochet par le Home Depot. Donc le Home Depot, c'est un magasin d'aménagement, d'intérieur, de bricolage, etc. Un peu comme Leroy Merlin ou Brico Dépôt en France. Et il lui dit qu'il a quelques petites courses à faire, donc qu'il va faire un petit arrêt au Home Depot avant de la déposer à la fameuse boulangerie. Donc sur le coup, Abby est un peu surprise, elle trouve ça bizarre et elle commence un peu à avoir des radars qui s'allument dans sa tête, à se dire « Oula, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il veut m'emmener au Home Depot? Pourquoi il me ramène pas d'abord à la boulangerie ?» Et ça ne va pas en s'arrangeant puisqu'en arrivant devant le magasin, l'homme se gare tout au fond du parking. Vous savez, les places qui sont jamais utilisées sauf quand vraiment il y a une foule immense. Tout au fond, le plus loin possible de l'entrée. Il se gare là, et là, Abby immédiatement lui dit « Écoutez, on n'est pas très loin de chez moi, donc je vais vous laisser aller faire votre petite course tranquille, et moi, je rentre à pied. » Mais là, l'homme sort un pistolet. Il colle le canon du pistolet sur la hanche d'Abby, et il lui dit « Si tu cries ou que tu tentes quoi que ce soit, je t'égorge ou je te fais sauter la cervelle. » Abby est terrifiée, et elle obéit. Elle ne fait rien, elle ne bouge plus. L'homme au volant de la voiture s'appelle Nathaniel Kibi, mais tout le monde l'appelle Nate. Il a 33 ans et il travaille dans un magasin d'usinage. C'est un employé modèle au travail, tout se passe bien, personne n'a rien de mal à dire de lui, c'est quelqu'un qui arrive toujours à l'heure, qui ne manque jamais une journée de travail, mais dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un de très particulier. Et ça a commencé dès l'enfance, puisque Nate, quand il était encore scolarisé, traumatisait ses camarades d'école. C'était très clairement un
harceleur. Il y a un garçon qui a témoigné et qui a carrément dû suivre une thérapie pendant des années, tellement Nate l'a traumatisé, tellement Nate lui a fait peur. Nate passait son temps à lui faire des menaces de mort, il mettait des petits mots dans son casier en lui disant « je vais t'attendre à tel endroit, je vais te tuer ». Il l'a frappé également à plusieurs reprises et tous ses camarades de classe le décrivent comme quelqu'un de violent, comme quelqu'un de cruel, comme quelqu'un de méchant et comme quelqu'un qui a des déviances sexuelles. Nate, quand il est arrivé au lycée, a carrément créé un gang qu'il a appelé les Vipers, alors pas les Vipers, vraiment les Vipers, V-I-2-P-E-R-S. Et avec ce gang, ils s'amusaient surtout à taguer des bâtiments, mais ils ont également écrit une liste de tous leurs ennemis à abattre, qui sont en fait des élèves du lycée, donc assez flippant. Et pour ce qui est des déviances sexuelles que j'ai évoquées un petit peu plus tôt, eh bien Nate avait une obsession pour le bondage. Il passait son temps à dessiner des jeunes femmes brunes, ligotées, et il y a également une occasion où sa prof de mathématiques lui a posé une question tout ce qu'il y a de plus normal, mais Nate a pété un câble, il lui a crié « va te faire foutre », il a déboutonné son pantalon et il a fait comme s'il allait se masturber. Donc bien évidemment, pour ça, il a été renvoyé du lycée, et bizarrement, juste après son renvoi du lycée, il y a eu une vague d'alertes à la bombe dans le lycée, de fausses alertes à la bombe, mais tout le monde est persuadé que c'est Nate qui faisait ces alertes à la bombe. Ça n'a jamais pu être prouvé, on n'a jamais su qui avait lancé ces alertes, mais voilà, tous les élèves du lycée sont persuadés que c'est lui, et les professeurs aussi, on a certains qui ont témoigné en disant « on est quasiment sûr que c'était Nate ». À l'âge adulte, Nate emménage dans un mobil-home de la ville de Gorham. Donc c'est un village qui se situe à 1 heure de Conway, donc le village où vit Abby. Et c'est un peu l'américain républicain typique, comme vous pouvez l'imaginer, avec le drapeau des États-Unis planté dans le jardin, et puis l'intérieur de sa maison est également entièrement décoré aux couleurs des États-Unis. Donc il a des coussins de canapé avec le drapeau dessus, il a des tapis avec le drapeau imprimé dessus, enfin vous voyez, vraiment il a le drapeau des États-Unis partout chez lui. Il a même la Constitution qui est encadrée dans un tableau au mur, et comme souvent avec ce type de personne, il a également des armes à feu, il en possède énormément, et pour lui c'est très important justement que les Américains puissent avoir le droit de posséder des armes à feu. Nate a eu de nombreux déboires avec la police, il est bien connu des policiers locaux, et c'est souvent des choses pas forcément très graves, c'est autour des armes à feu, il respecte pas très bien la législation autour de ces armes, donc par exemple une fois il avait falsifié des documents pour pouvoir se procurer une arme alors que normalement il n'en avait pas le droit. Enfin voilà, c'est ce genre de choses, mais les policiers disent quand même qu'il y avait souvent un fond de violence. Une fois par exemple, il a fait quelque chose de vraiment flippant, c'est-à-dire qu'il y a une femme avec qui il a eu une altercation au volant. Bon, ça arrive souvent au volant, rien de spécial, sauf que lui, il est allé beaucoup plus loin puisqu'il s'est mis à suivre cette femme jusqu'à chez elle. Et il n'arrêtait pas de prendre des photos de sa voiture, des photos de sa plaque d'immatriculation. Donc une fois arrivé devant chez elle, la femme lui dit « Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de me suivre, arrêtez de prendre des photos de ma voiture ». Et là, Nate l'a agressée physiquement, il l'a poussée hyper violemment, tellement violemment qu'elle est tombée en arrière, qu'elle est tombée au sol. Et donc forcément pour tout ça, Nate a été arrêté à plusieurs reprises et il a fait quelques peines de prison, mais toujours des petites peines. Tous les gens ayant côtoyé Nate disent que c'est quelqu'un de bizarre. Mais ils savent pas forcément expliquer en quoi il est bizarre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui met mal à l'aise. C'est-à-dire qu'il a toujours des réactions étranges. Comme par exemple ce que je vous ai raconté avec la dame au volant. N'importe qui aurait juste, bon, ça arrive à tout le monde de s'énerver au volant, mais après tu continues ta route. Lui, il va jusqu'à la suivre chez elle et l'agresser physiquement. C'est complètement dingue, et en fait il fait toujours des choses comme ça, il a toujours des réactions qui sont disproportionnées ou qui sont étranges, que les autres gens n'auraient pas eu, enfin vous voyez ce que je veux dire. Du coup en fait tout le monde est mal à l'aise en sa présence, et c'est aussi quelqu'un qui adore le conflit, il veut toujours avoir raison, il est toujours dans la confrontation, et il semble adorer se disputer avec les gens, donc pas quelqu'un de très agréable. D'ailleurs, il y a beaucoup de ses voisins qui avaient carrément peur de lui et qui, à chaque fois qu'ils le croisaient, essayaient de l'éviter au maximum. Nate a été pendant des années et des années en couple avec une femme.
il ne l'est plus au moment où il kidnappe Abby, mais ses voisins disent que pareil, avec cette femme-là, il y avait beaucoup de violence, ils les entendaient sans arrêt se crier dessus, se hurler dessus, ils avaient vraiment une relation très toxique, et Nate, avec sa copine, était également beaucoup dans la confrontation. C'est donc dans la voiture de cet homme charmant qu'Abby est montée en pensant simplement qu'il s'agissait d'un voisin sympathique qui voulait lui éviter un trajet à pied. Je m'étais arrêtée au pistolet sur la hanche, mais Nate n'en est pas resté là, puisqu'il a immédiatement attaché les mains de Abby avec des liens Serflex. Vous imaginez quel genre de choses il avait en tête pour se balader comme ça dans les rues avec des liens Serflex dans sa voiture, ainsi qu'un pistolet. Et une fois qu'Abby est ligotée de la sorte, eh bien, il lui met une casquette sur la tête en baissant la visière pour essayer de dissimuler au maximum son visage, et il lui met également une veste pour lui dissimuler le visage. Et il démarre comme ça. Et il va également briser le téléphone portable d'Abby à main nue en lui disant qu'il a peur que la police le retrouve grâce à son téléphone. Donc Abby est vraiment dégoûtée parce que justement la première chose à laquelle elle a pensé c'est « trop bien, j'ai ma localisation qui est activée, on va me retrouver ». Et ben non. Donc vous imaginez dans quel état de stress elle se trouve quand Nate démarre et qu'en plus elle peut rien voir, elle a la casquette devant les yeux. Donc Abby se dit ok, je vais tenter le tout pour le tout. Elle lui dit écoutez, laissez-moi partir, je vous promets que je vous juge pas, je vais rien dire à personne. Mais Nate se contente de lui répondre haha, t'es une maline toi. Et il continue sa route. Pendant le trajet qui lui semble durer une éternité, Abby tente de regarder dehors. Elle veut essayer de comprendre où est-ce qu'il l'emmène. Et donc elle baisse un peu la veste, elle relève un peu la tête comme ça pour regarder, sauf que d'un coup elle sent une douleur vive sur sa jambe. Elle se dit ça y est, il m'a tiré dessus. Mais en fait non, il lui a mis un coup de taser. Et là, Nate lui demande alors ça fait mal? Elle lui répond oui, ça fait mal. Et il lui dit bah maintenant, tu sauras ce que ça fait quand tu essayes de regarder dehors. Ensuite, Abby se met à prier Dieu. Abby, c'est une jeune fille qui est très croyante, donc elle se dit qu'elle va essayer d'appeler Dieu pour qu'il lui vienne en aide. Et elle se met à chanter Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Pour vous montrer à quel point Nate est bizarre quand il l'entend chanter donc Amazing Grace, c'est quand même une chanson connue, en tout cas aux États-Unis, tout le monde sait que c'est un chant religieux. Et en fait, ce qu'il lui répond, c'est « Oh, mais tu veux écouter de la musique ?» Et là, il lui met les Rolling Stones. Comme si Abby avait envie de s'ambiancer sur du rock dans la voiture, alors qu'elle est ligotée, qu'elle vient d'être kidnappée par un homme qui a 2 fois son âge, qu'elle sait pas ce qui va lui arriver. Enfin, il est complètement déconnecté de la réalité, cet homme. Quand ils arrivent à destination, c'est-à-dire chez Nate, eh bien Nate fait entrer Abby dans un genre d'abri de jardin dans lequel il y a plein d'outils. Et ensuite, il bande les yeux de l'adolescente avec du scotch. Par-dessus, il met un t-shirt tout autour de sa tête afin d'être bien sûr qu'elle ne voit rien. Et encore par-dessus, il met un casque de moto. Et une fois qu'elle est dans cet accoutrement et qu'elle ne peut clairement plus rien voir, eh bien, il lui fait subir des violences sexuelles. Dans son jardin, Nate a un conteneur rouge. Un conteneur qu'il a acheté pour la somme de $3000 et qu'il a aménagé, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est comme une maison, il y a plusieurs pièces, il y a l'électricité, enfin, il est vraiment très bien aménagé. Et vous allez vous dire, mais c'est trop bizarre d'avoir un conteneur, vraiment un gros conteneur dans son jardin, surtout qu'il vit en mobil-home, donc il n'a pas un terrain immense. Mais en fait, comme tout le monde trouve déjà Nate bizarre, en fait, personne trouve ça forcément très surprenant. Si c'était quelqu'un, on va dire, de considérer comme normal, qui avait ça dans son jardin, forcément les voisins se seraient dit « mais qu'est-ce qu'il fait dans son conteneur ?» Ils auraient peut-être essayé d'en savoir plus, ils auraient peut-être posé des questions, mais là, en fait, les gens veulent rien savoir. Ils se disent « ok, c'est Nate, il est bizarre, il a un conteneur dans son jardin. Ok. » On cherche même pas à comprendre, et en plus Nate a mis devant son conteneur des panneaux défense d'entrée, donc ils comprennent bien que c'est un sujet un peu délicat, qu'il faut pas trop aborder avec Nate, parce qu'il a l'air de pas vouloir qu'on sache ce qu'il fait dans ce conteneur, donc personne n'essaie d'en savoir plus. Mais ce conteneur, qu'est-ce qu'il en fait ? Eh bien ça devient la prison d'Abby.
Il attache Abby dans une pièce de ce conteneur et il la garde prisonnière à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il avait acheté ce conteneur dans le but de kidnapper une femme et de l'y mettre ? Ou est-ce que l'idée lui est venue après avoir acheté le conteneur ? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Abby va y vivre des horreurs. Mais avant de vous raconter tout ça, on va parler des proches d'Abby. Alors, comment ça s'est passé ? Comment est-ce qu'ils ont vécu sa disparition ? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que sa maman, Xenia, s'est tout de suite inquiétée. Abby, c'est une jeune fille qui non seulement est très sage, mais qui en plus est très proche de sa famille, et plus particulièrement de sa maman. C'est une jeune fille qui n'aurait pas fugué, clairement. C'est une jeune fille qui rentrait toujours à l'heure après le lycée. Si jamais elle avait un empêchement ou quoi que ce soit, elle aurait forcément prévenu sa maman. Donc Xenia, quand elle voit que sa fille n'est pas rentrée, évidemment, la première chose qu'elle fait, c'est essayer de la contacter sur son téléphone portable. Mais là, elle constate que son téléphone est éteint, ou qu'en tout cas, elle ne répond pas à son téléphone. Donc, ce qu'elle décide de faire, c'est de se rendre directement au lycée de sa fille, pour essayer de voir si elle s'y trouve toujours. Peut-être qu'elle est restée traîner un petit peu avec ses amis, on ne sait jamais. Donc, elle se rend au lycée, mais là, c'est là qu'elle va vraiment comprendre que la situation est grave et qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, puisque dès qu'elle arrive au lycée, ce qu'on lui dit, c'est qu'Abby est déjà partie. Abby a quitté le lycée à 14h. Elle a même été filmée par des caméras de surveillance en train de quitter le lycée. Donc on sait pertinemment qu'elle ne s'y trouve plus et qu'elle devrait déjà être rentrée à la maison depuis longtemps. Donc Xenia appelle les amis d'Abby. Xenia essaye d'aller dans d'autres endroits où sa fille pourrait se trouver. Mais quand elle constate qu'à 19h, elle n'a toujours aucune nouvelle d'Abby, elle est bien obligée de se rendre à l'évidence. Sa fille a disparu. Xenia déclare sa disparition à la police et la disparition d'Abby est prise tout de suite très au sérieux. Non seulement par la police locale, mais également par le FBI qui arrive tout de suite. Et dès le lendemain de la disparition d'Abby, il y a des grandes recherches qui sont organisées. Il y a des hélicoptères dans le ciel à la recherche d'Abby. Il y a des bateaux sur tous les cours d'eau en train de rechercher Abby. Il y a des recherches à pied. Il y a des barrages routiers. Enfin, vraiment, ils mettent en place un maximum de choses, mais rien à faire. Personne n'a rien vu. Personne ne sait où se trouve Abby. Et pourtant, c'est une affaire qui est grandement médiatisée. Il se passe jamais ce genre de choses à Conway. Ça intéresse énormément le public, mais aucune piste. Mais même si les policiers et les proches d'Abby sont persuadés à 2000% qu'il lui est arrivé quelque chose de grave et qu'elle n'a pas fugué, eh bien, aux yeux du public, c'est forcément une fugueuse. Et il y a même des rumeurs qui circulent, puisque dans le lycée d'Abby, les élèves se mettent à raconter qu'elle est sûrement tombée enceinte et qu'elle a fui parce qu'elle ne voulait pas assumer sa grossesse. Enfin, vraiment n'importe quoi. Les internautes racontent que c'est sûrement juste une ado rebelle. Enfin, il y a plein de gens comme ça qui diffament à son sujet, qui racontent n'importe quoi. C'est vraiment dur. Il n'y a pas beaucoup de gens finalement qui sont touchés par sa disparition parce que tout le monde se met un peu à dire que c'est bizarre, qu'il y a forcément quelque chose d'étrange, qu'elle est forcément partie de son plein gré. Enfin, personne n'arrive à croire qu'à Conway, il y ait eu un enlèvement. Et pourtant. D'ailleurs, c'est absolument atroce parce que Abby est au courant de tout dans son conteneur puisque Nate lui montre les informations télévisées. Donc Abby doit assister impuissante à sa mère en pleurs, en train d'expliquer qu'elle est effondrée depuis la disparition de sa fille. Sa mère qui la supplie, si elle en est capable, de rentrer à la maison. Et puis elle voit également que son anniversaire, ce qui devait normalement être une grande et belle fête, à laquelle elle avait tellement hâte d'assister, eh bien a été transformé en une veillée aux bougies. C'est-à-dire que tous ses proches et toutes les personnes ayant envie de lui témoigner de l'intérêt, se sont réunis avec des bougies pour avoir une pensée pour elle. Donc en fait, au lieu de faire une belle fête avec beaucoup de joie et de bonne humeur, eh bien tout le monde est en train de pleurer et de prier pour son retour à la maison. Pendant ce temps, les conditions de vie d'Abby sont absolument atroces. En fait, Nate, je vous ai dit qu'il travaillait. Donc c'est-à-dire que tous les jours, il part au travail et Abby, pendant ce temps, est seule, enfermée dans le conteneur. Je vous ai expliqué comment il lui avait bandé les yeux, donc en fait elle reste là comme ça, aveugle, elle ne voit pas où elle est, elle ne voit pas ce qui se passe. Elle est contrainte de porter des couches pour adultes puisqu'elle n'a pas accès à des WC.
Elle est attachée, donc il l'a rattachée à nouveau dans le conteneur avec des liens Serflex et il les a attachés tellement serrés que les liens ont pénétré sa chair. Donc, elle souffre énormément. Pour pouvoir boire, eh bien, il lui a glissé un tuyau qui normalement est un tuyau d'aquarium au coin de la bouche et il a créé un espèce de système. Donc, c'est-à-dire que Abby doit rester avec le tuyau dans la bouche comme ça toute la journée et dès qu'elle a besoin de boire, eh bien, il lui a glissé également un petit interrupteur dans les mains qui sont dans son dos et elle actionne l'interrupteur et il y a de l'eau qui arrive dans sa bouche. Voilà. Il a pris soin d'insonoriser le conteneur, donc si Abby crie, personne ne l'entend, mais Nate étant complètement parano, il se dit que ça suffit pas, on sait jamais, quelqu'un pourrait l'entendre. Donc ce qu'il a décidé de faire, c'est de diffuser du heavy metal à haut volume dans le conteneur toute la journée. Donc elle reste toute la journée avec du heavy metal à fond. Vous imaginez la torture. Même si on aime le heavy metal, on n'a pas envie d'avoir de la musique à fond dans les oreilles toute la journée. Et en plus de ça, Abby, elle, se dit qu'elle n'a de toute manière aucune chance d'attirer l'attention puisque, en fait, ce que Nate lui a dit, c'est qu'il pouvait voir et entendre ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait à tout moment. Il y a une caméra qui est braquée sur elle et Abby est persuadée qu'il est en train de l'observer toute la journée. Alors qu'en fait, pas du tout, il est au travail, mais ça, elle ne le sait pas. Et lui a fait croire qu'il pouvait tout voir et tout entendre, donc elle le croit. Et elle a hyper peur, elle se dit que si elle tente quoi que ce soit, il va la tuer. Donc elle préfère rester sage, elle prononce pas un mot, elle est là aveugle et muette toute la journée. Vraiment horrible. Et Nate lui a également menti sur l'endroit où il se trouve. Parce qu'il se trouve dans un quartier résidentiel. En soi, si le conteneur n'était pas insonorisé et qu'elle criait, des voisins auraient pu l'entendre. Mais ça, elle ne le sait pas. Quand ils sont arrivés chez Nate, il a pris soin qu'elle ne regarde pas autour d'elle, qu'elle ne voit pas où il se trouvait et il lui a fait croire qu'ils étaient à flanc de montagne, qu'ils étaient seuls au monde, qu'il l'avait emmené au milieu de nulle part. Et là encore, elle l'a cru. Donc elle est persuadée que de toute manière, personne ne peut l'entendre. Donc que fait Abby de ses journées ? Eh bien, elle passe son temps à réciter des prières dans sa tête. Et elle prend soin de ne jamais dire Amen à la fin de ses prières parce qu'elle a peur que si elle arrête une de ses prières, eh bien Dieu cesse de l'écouter. La prière finalement mette fin à sa communication avec Dieu. Donc voilà, toute la journée, elle prie. Toute la journée, elle espère. Quand Nate est présent, c'est pire. Puisque Nate fait subir à Abby des violences sexuelles tous les jours. Et Nate est vraiment froid avec Abby. Il tient tellement à ce qu'elle ne connaisse pas son identité qu'il lui dit de l'appeler maître. Malgré tout, Abby se dit que sa seule chance finalement de s'en sortir, c'est de réussir à manipuler Nate. Elle a envie de réussir à créer un lien avec lui. Elle a envie de réussir à le manipuler. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tous les jours le brosser dans le sens du poil, le complimenter. À chaque fois qu'il lui demande de faire quelque chose, elle s'exécute. À chaque fois qu'il lui dit quelque chose, elle dit qu'elle est d'accord avec lui. Elle essaye finalement de faire en sorte que Nate l'apprécie. Et elle devient petit à petit sa confidente. C'est comme ça que fin octobre, il lui propose d'écrire une lettre à sa maman, à Xenia. Alors en soi, c'est pas pour faire plaisir à Abby qu'il lui propose ça, pas vraiment. C'est plutôt qu'il est en train de voir que l'affaire est grandement médiatisée, que les recherches ne s'arrêtent pas, que tout le monde a l'air déterminé à retrouver Abby et ça n'arrange pas ses affaires. Donc il se dit finalement que si elle écrit une lettre à sa maman en faisant comprendre qu'elle a fugué et qu'elle n'est pas en danger, eh bien les recherches vont s'arrêter. Donc il dit à Abby qu'elle a finalement un peu le champ libre, elle peut écrire ce qu'elle veut dans sa lettre. Bien évidemment, rien qui donne des informations sur ce qui lui est arrivé réellement. Mais il lui demande à ce qu'elle fasse comprendre dans la lettre qu'elle a fugué et à ce qu'elle écrive une phrase qui laisse clairement comprendre qu'elle est partie de son plein gré. Abby, qui est très maligne, profite de cette occasion pour tracer avec ses ongles comme ça sur le papier des lettres, les lettres Help me, donc à l'aide. Elle commence à écrire aussi j'ai été kidnappée. Elle essaie de tracer finalement des choses avec ses ongles sur la lettre. Malheureusement, Nate
a vu qu'elle avait fait ça. Donc il a froissé la lettre, il l'a mise à la poubelle et il lui a dit de recommencer. Donc ça a été terrifiant pour Abby, elle s'est dit il va me tuer. Mais non, il l'a pas tuée, il lui a simplement dit de recommencer la lettre. Et voici ce qu'Abby a écrit. Maman, je t'aime et tu me manques plus que tu peux te l'imaginer. Je suis désolée d'avoir fait ça. J'ai vu les journaux et les infos à la télé et pour répondre à tes questions, oui, je suis vivante. Je suis en sécurité et en bonne santé. Tu me manques beaucoup, maman, mais je ne te dirai pas où je me trouve. Je t'aime tellement. S'il te plaît, sois forte pour moi. Moi, je reste forte pour toi. J'ai réalisé qu'en plus de l'amour et du courage, l'espoir peut permettre de vaincre la peur. S'il te plaît, ne perds pas espoir. Accroche-toi pour moi, maman. J'ai rêvé que je rentrais à la maison et que je te faisais le plus gros câlin du monde. Je ne sais pas si c'est prémonitoire, mais j'aime à penser que ça l'est. S'il te plaît, n'oublie pas que je t'aime. Et s'il te plaît, fais un câlin à Sarah pour moi et dis-lui que je l'aime et qu'elle me manque beaucoup. Je prie Dieu pour que mes rêves se réalisent. Abby. Chaque phrase est agrémentée d'un petit cœur et Abby a dessiné en bas de la lettre un papillon en train de butiner une fleur. L'ADN d'Abby est bien retrouvé sur la lettre, donc les policiers confirment qu'il s'agit bien d'une lettre qui a été écrite par Abby. Mais cette lettre ne rassure pas du tout ni la police ni Xenia. Xenia, quand elle lit cette lettre, elle reconnaît bien la plume de sa fille, mais elle la trouve étrange. Je pense que vous-même, vous aurez remarqué, il y a bien la phrase au début « Je suis désolée d'avoir fait ça », la phrase finalement que Nate voulait qu'elle écrive pour faire croire qu'elle avait fugué, mais derrière, il a laissé Abby écrire qu'elle avait envie de rentrer à la maison, qu'elle espérait qu'un jour elle allait pouvoir rentrer. Donc en fait, la lettre n'a pas vraiment de sens. Et finalement, Xenia se dit qu'il y avait sûrement quelqu'un derrière sa fille quand elle écrivait la lettre, quelqu'un qui lui dictait quoi écrire ou qui en tout cas lui a donné des directives. Et la police est du même avis. Et finalement, cette lettre n'aura pas du tout l'effet escompté. Nate a raté son coup. La police est encore plus inquiète puisque ce qu'ils se disent, c'est que là, il y a deux théories. Soit Abby a bien fugué, mais la personne chez qui elle s'est réfugiée refuse de la laisser partir, la séquestre, soit elle a été kidnappée. Auquel cas, elle court probablement un grand danger puisque la plupart des jeunes filles qui sont kidnappées et qui sont gardées en vie par leurs ravisseurs, eh bien, sont forcées de se prostituer ou en tout cas subissent des violences physiques, sexuelles. Donc, il ne faut pas perdre de temps, il faut retrouver Abby et les recherches s'intensifient. Le temps passe, Abby reste très longtemps dans le conteneur. Elle y reste des jours, des semaines, des mois. Et une étrange relation se crée avec Nate. À force de le manipuler, de le brosser dans le sens du poil, comme je vous l'ai dit, eh bien, Nate se met à être à l'aise avec Abby. Tellement à l'aise qu'il se confie à elle. Il lui explique les violences terribles qu'il a subies en prison. Il lui explique qu'en plus de son travail respectable, il fait également des choses illégales pour arrondir les fins de mois, notamment vendre de la drogue. Et il lui dit que vu ce qu'il a vécu en prison, eh bien, il considère que l'État a une dette envers lui et que par conséquent, il envisage de créer des faux billets. Et qu'il aimerait qu'Abby l'aide à créer ces fameux faux billets. Et Abby, elle, accepte. Elle est toute contente parce qu'elle s'ennuie tellement dans ce conteneur qu'elle voit ça finalement comme une petite activité manuelle qui va lui permettre de tromper l'ennui. Au fil du temps, Nate s'attache, si on peut dire ça, s'attache à Abby et il se met à se dire qu'il est probablement trop strict envers elle. Donc il décide de réfléchir à des solutions qui permettraient de la traiter de manière un peu plus humaine. Alors humaine, c'est le mot que lui a utilisé, hein. Vous allez voir que c'est pas du tout un traitement humain, mais bon, on va dire qu'il a fait en sorte que sa détention soit un petit peu moins horrible. Donc déjà, je vous rappelle qu'elle avait un bandeau, donc un scotch sur les yeux, puis un t-shirt autour de la tête, puis un casque de moto. Donc ça, il lui retire le casque de moto et le t-shirt. Donc elle a plus que le scotch sur les yeux. Et un jour, elle le perd en dormant. Et Nate se dit « Ok, tant pis, c'est pas grave.
Donc il la laisse finalement sans rien sur les yeux, ce qui est quand même plus agréable. Au niveau du son, je vous rappelle qu'il avait terriblement peur que quelqu'un l'entende. Donc en plus d'avoir insonorisé le conteneur, il diffusait de la musique heavy metal à fond toute la journée. Là, il décide d'arrêter ça et à la place, il met à Abby un collier anti-aboiement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un collier qui est destiné aux chiens. C'est un collier qui en fait va détecter à chaque fois que le chien tente d'aboyer, ça va lui envoyer une décharge électrique. Et donc ça marche également sur les humains apparemment, puisque Abby, dès qu'elle essaye de parler, eh bien elle se retrouve électrocutée. Donc c'est assez ironique qu'il lui ait dit que c'était un traitement plus humain, puisqu'il lui met un collier de chien. Donc. Mais bon, c'est vrai que c'est sûrement mieux que la musique à fond toute la journée dans les oreilles. Nate accepte également de fournir des livres à Abby. Et ça, c'est un grand soulagement pour elle parce que vous imaginez à quel point elle s'ennuie, c'est absolument atroce. Donc là, il lui permet de lire. Nate, il faut savoir que c'est un grand lecteur. Il a beaucoup de livres chez lui. D'ailleurs, toutes les personnes l'ayant côtoyé qui disaient que c'était quelqu'un de cruel, etc., ont également dit de lui que c'était une personne très intelligente et très habile avec les mots. Donc Nate lui fournit comme ça des livres régulièrement. Et en fait, il y a une relation un peu bizarre qui se crée, un peu comme s'il voulait être son mentor. Nate essaye de lui apprendre des choses. Il lui donne des conseils sur la vie, ce genre de choses. Et un jour, il va même lui dire qu'il a l'impression qu'elle est comme sa fille. Alors, bien contente que Nate n'ait jamais eu d'enfant, vu sa vision de la relation père-fille. Mais pour vous donner un exemple, un jour, il lui tend un livre de cuisine et il lui dit que c'est important qu'elle apprenne les recettes qui se trouvent à l'intérieur, puisque quand elle aura un mari, il faudra qu'elle soit capable de lui faire des bons petits plats. Une vision très moderne du rôle de la femme dans le couple, comme vous pouvez le voir. Mais ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que quand Abby l'ouvre, eh bien, il y a le nom Nate Kibbe inscrit à l'intérieur. Nate a fait très attention depuis le début à ce qu'elle ne connaisse pas son nom, mais là, ça y est, il est sous ses yeux. Abby sait qu'il s'appelle Nate Kibbe. Donc sur le coup, elle est intéressée de savoir son nom, mais d'un autre côté, elle a aussi peur parce qu'elle se dit, maintenant que je connais son identité, c'est sûr, il va me tuer. Mais à son grand étonnement, non, Nate a simplement l'air un peu déçu qu'elle sache son nom et dit, bah oui, c'est moi, je m'appelle Nate Kibbe, voilà, maintenant tu connais mon nom. Et il ne lui fait rien de mal. Bon, Nate reste quand même un grand parano. Je vais vous vous donner un exemple de ce qu'il a fait. Un jour, il prend Abby, il la sort du conteneur, il la met dans le coffre de sa voiture et il se met à rouler avec Abby dans le coffre. Sans lui dire où il va, il lui dit simplement qu'il va la déplacer, la changer d'endroit. Il lui explique en gros que voilà, il va falloir qu'il la déplace parce qu'il y a un risque qu'il soit retrouvé. Enfin, il lui invente toute une histoire comme ça et il se met à rouler. Abby trouve le temps long, il conduit vraiment longtemps. Et puis là, il l'amène dans une nouvelle pièce. Il lui enlève le scotch sur les yeux et elle est effectivement dans un nouvel endroit. Enfin, c'est l'impression qu'elle a. En réalité, il a juste tourné en rond et il l'a ramenée dans le conteneur, mais dans une nouvelle pièce qu'il a aménagée différemment pour elle. Donc elle croit qu'elle a changé d'endroit, mais elle est restée dans ce conteneur tout ce temps. Et dans cette nouvelle pièce, eh bien Nate a mis des choses sur la porte, il a mis des câbles, il a mis des vis, et en fait, il explique à Abby que la porte est piégée. Et que si quelqu'un essaie d'entrer, si quelqu'un essaie de défoncer la porte ou quoi que ce soit, eh bien, il y a un système qui fait que la pièce va prendre feu et qu'Abby va brûler vivante. Vous imaginez à quel point c'est terrifiant pour Abby de se dire que même si quelqu'un arrivait à la sauver, eh bien, elle mourrait. En fait, là, elle se dit, il n'y a plus aucun espoir. Même si quelqu'un vient, je suis brûlée vivante. Donc, comment je vais faire pour m'en sortir ? Mais un jour, tout bascule. Ça fait 9 très longs mois qu'Abby est enfermée dans le conteneur, qu'elle ne voit rien d'autre que les murs du conteneur. Quand Nate arrive, paniqué dans la pièce, en lui disant « Tout doit disparaître, y compris toi ». Abby ne comprend pas, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Nate a eu un rendez-vous avec une jeune femme qu'il a rencontrée sur Internet, jeune femme qui s'appelle Lauren Monday. Et cette jeune femme, le courant est très bien passé lors de leur rendez-vous, tellement bien qu'ils sont partis passer la nuit à l'hôtel. Et le lendemain matin, eh bien, Nate a déposé sur la table de chevet quelques billets, la somme de $300,
en disant à Lauren qu'elle n'a qu'à les utiliser pour payer la chambre d'hôtel. Donc Lauren s'exécute, et puis comme il reste de l'argent, eh bien, elle décide d'utiliser cet argent pour faire quelques achats à Walmart. Donc elle va à Walmart, elle fait ses achats, et quand elle arrive à la caisse, il y a une ambiance un peu bizarre. La caissière lui dit « Restez là, je dois vérifier quelque chose ». Bon, Lauren ne comprend pas, sur le coup elle est pas très inquiète, mais il y a la sécurité qui arrive et qui lui explique que les billets qu'elle vient d'utiliser sont des faux, et qu'ils vont donc devoir appeler la police. Lauren est super énervée. Elle appelle immédiatement Nate et elle le pourrit au téléphone. Elle l'insulte. Elle lui dit qu'elle ne va pas hésiter à tout balancer à la police parce qu'il est absolument hors de question qu'elle parte en prison à cause de lui et qu'il a plutôt intérêt à faire tout disparaître chez lui parce que la police va débarquer. Donc elle sait pas c'est quoi le petit business qu'il cache dans son sous-sol, mais il a plutôt intérêt à bien tout ranger parce que la police est en chemin. Donc c'est là que Nate a paniqué. Il a compris que la police allait sûrement venir chez lui faire une perquisition et son problème c'est même pas les faux billets là, c'est Abby. Forcément s'ils viennent et qu'ils fouillent tout, ils vont fouiller le conteneur. Un conteneur dans un jardin, c'est forcément suspect, donc c'est sûr que les policiers vont aller y jeter un œil et y découvrir que l'adolescente qui a disparu depuis 9 mois eh bien, est en fait enfermée ici. Bon, bien évidemment, Abby, quand elle voit Nate dans cet état et quand il lui dit qu'il va devoir la faire disparaître, elle a très peur. Elle se dit, ça y est, c'est fini, il va me tuer. Donc elle tente le tout pour le tout et elle supplie Nate de la laisser partir. Nate est convaincu de sa toute-puissance. Ça fait 9 mois qu'Abby est à ses ordres, qu'elle lui obéit, qu'elle a peur de lui, qu'elle fait absolument tout ce qu'il lui demande sans rechigner. Donc, il se dit que finalement, s'il la laisse partir, il ne risque rien. Il a juste à lui dire quoi faire et elle va obéir. Donc, il dit à Abby, écoute, ok, je te laisse partir, mais à une condition. Tu ne dois jamais révéler mon identité. Abby accepte. Il la fait monter dans sa voiture. Il lui met, comme finalement la fois où il l'avait kidnappée, une casquette sur la tête, visière baissé, une veste, et il démarre. Ils font un arrêt au drive d'un fast-food. Il lui paye un repas. Et ensuite, il se dirige vers un chemin de campagne, isolé, où il est sûr que personne ne les verra. Et il dit à Abby, c'est bon. Rends-moi ma casquette et descends de la voiture. Abby s'exécute et Nate démarre en la laissant sur le bord de la route. Elle est libre après 9 mois enfermée. Après 9 mois à subir des tortures physiques, des tortures mentales, des tortures sexuelles. 9 mois à se demander si elle va un jour retrouver la liberté et ça y est. Elle est libre. Abby explose de rire. Elle laisse éclater sa joie et tout de suite, elle entame à pied le chemin qui la sépare de chez elle. Quand elle arrive devant la maison, elle s'approche de la porte et elle entend à travers la porte la voix de sa maman. Xenia est au téléphone. Abby ouvre la porte d'entrée. Elle dit « Maman ?» Et elle entend la voix de Xenia, étonnée, qui répond « Abby ?» Xenia accourt et les deux se tombent dans les bras. C'est le plus beau jour de leur vie. Elle n'y croyait pas. Xenia a le visage rongé par le stress. Elle a carrément pris un coup de vieux en seulement 9 mois. Tellement elle a vécu l'enfer, tellement elle était persuadée qu'elle retrouverait jamais sa fille. Et c'est vrai que c'est complètement dingue. Parce que dans ce genre d'affaires, normalement ce qu'on retrouve, c'est un corps. Mais Abby est bien vivante. Et elle est là, de retour chez elle. Cependant, Abby met un peu de temps à revenir dans la réalité. Elle reste sous l'emprise de Nate. Elle est toujours persuadée qu'il peut voir et entendre tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait. Et donc, elle n'ose pas révéler son identité. Elle dit qu'elle ne peut rien dire, qu'elle ne peut rien raconter, qu'elle veut juste profiter de sa liberté et c'est tout. Et Xenia essaye de lui expliquer que non, il peut rien entendre, qu'il va rien lui faire, qu'elle peut parler, mais Abby a trop peur. Nate lui a assuré qu'il serait au courant si elle disait quoi que ce soit.
et qu'il n'hésiterait pas à la tuer elle, à tuer sa maman, à tuer sa sœur, à tuer ses amis, à tuer ses animaux de compagnie et à tuer également les policiers qui viendraient l'arrêter. Et ça, Abby ne peut pas l'accepter. Mais les policiers, eux, refusent d'en rester là. Ce qui s'est passé est de toute manière grave. Abby est une mineure, elle avait seulement 14 ans au moment de sa disparition, maintenant elle en a 15. Peu importe qui est la personne qui l'a retenue prisonnière, cette personne n'a rien à faire en liberté. Donc eux continuent l'enquête, ils veulent savoir. Donc ils vont même diffuser les vêtements que Abby portait quand elle est rentrée chez elle, en demandant au public, est-ce que vous auriez croisé cette jeune femme? Est-ce que vous l'auriez croisée en train de rentrer chez elle? Est-ce que vous l'auriez vue en compagnie de quelqu'un? Mais encore une fois, rien du tout. Personne n'a vu Abby en compagnie de Nate. Au bout d'une semaine, à se taire et même à mentir, puisque Abby a essayé de mettre la police sur une fausse piste en mentant au moment où ils ont établi le portrait robot, elle a donné de fausses informations, donc le portrait robot ne ressemble absolument pas à Nate. Eh bien, Abby accepte de parler. Elle finit par révéler l'identité de celui qui l'a gardée prisonnière pendant 9 mois et elle dit donc à la police qu'il s'agit d'un homme qui s'appelle Nathaniel Kibbe. Et là, les policiers sont choqués, puisque Nate, je vous l'ai dit, ils le connaissent. C'est quelqu'un qui a été arrêté à de nombreuses reprises et il n'a absolument jamais été soupçonné dans cette affaire. Pourtant, ils ont reçu beaucoup de pistes, bon, des fausses pistes, mais il n'y a jamais rien eu qui ait pu leur laisser penser que Nate avait quelque chose à voir avec cet enlèvement. Et pourtant, Nate, tout au long de l'enquête, n'était pas loin. Nate travaille pas très loin de chez Abby. C'est-à-dire que tous les jours, le trajet aller et le trajet retour depuis son mobil-home jusqu'à son travail, eh bien, il passait devant les locaux de la police. Tous les jours. Il est forcément passé par les barrages routiers qu'ils ont mis en place. Et la police s'est même rendue chez Nate pendant qu'Abby s'y trouvait. Je vais vous expliquer. Je vous ai dit plus tôt dans la vidéo que Nate avait agressé une femme, la femme avec qui il a eu une altercation au volant et qu'ensuite il a poussé. Eh bien, il a eu un jugement dans cette affaire et il y a eu plusieurs conditions à respecter pour qu'il ne soit pas emprisonné. Et une de ces conditions était qu'il se débarrasse de toutes ses armes à feu. Donc la police lui a expliqué qu'ils allaient se rendre chez lui à telle date et qu'ils allaient venir récupérer toutes ses armes. Il s'attendait à ce que Nate proteste, à ce que Nate argumente, à ce que Nate tente, comme il le pouvait, de refuser de donner ses armes, parce que je vous ai expliqué à quel point ces armes sont importantes pour lui. Puis les policiers le connaissent, ils ont l'habitude, je vous ai dit, Nate, il va jamais être violent envers les policiers, mais il va toujours être dans la confrontation, essayer d'argumenter, essayer d'avoir le dernier mot. Donc ils se sont dit, ça va être une galère. Et en fait, quand ils arrivent chez lui, Nate a préparé bien soigneusement devant son mobil-home toutes ses armes. Elles sont alignées, prêtes à partir. Évidemment, voilà, Nate avait très peur qu'ils rentrent chez lui, qu'ils y viennent fouiller, donc il leur a dit « Écoutez, tout est là, prenez, partez ». Donc les policiers s'exécutent, ils sont contents, ils se disent « Bah tant mieux, hein, ça se passe très bien, nickel ». Donc ils prennent les armes et ils repartent. Alors, ils ont vu qu'effectivement, il y avait un conteneur rouge dans le jardin de Nate, mais comme les voisins de Nate, ils se sont juste dit « Ok, c'est bizarre ». Mais c'est Nate, ok? On cherche même pas à comprendre. Et puis surtout, ils ont pas de mandat de perquisition, ils ont dans tous les cas pas le droit d'aller fouiller son conteneur. Donc même s'ils trouvent ça un peu bizarre, ils ne font rien, ils repartent. Sans se douter une seule seconde qu'Abby était ligotée à l'intérieur. En ce qui concerne l'affaire Abby Hernandez, eh bien quand les policiers arrivent chez Nate pour l'arrêter, il se rend sans aucun problème. Il sort de chez lui, il se laisse menotter, il fait pas de vagues. Il reconnaît ses torts. Pour autant, il donne pas plus de détails que ça, il dit juste que ce qui lui est reproché est vrai, et voilà, il plaide coupable. Et il explique qu'en fait, s'il plaide coupable, c'est tout simplement parce qu'il a envie de préserver Abby. Il a envie de lui éviter un long procès. Puisqu'en fait, si quelqu'un plaide coupable, il n'y a pas besoin lors du procès de prouver sa culpabilité. Donc le procès est plutôt rapide. On sait que la personne est coupable, on expose les faits, et puis on décide d'une peine.
Alors que si la personne plaide non coupable, le procès peut être très très long puisqu'il va y avoir une bataille entre les différents avocats qui vont essayer de prouver qu'il est innocent, non en fait il est coupable, et ça peut durer des semaines. Donc Nate dit qu'il n'a pas envie de ça, que ça serait trop dur pour Abby, que oui il a bien fait tout ça, mais il demande à ce que les détails de ce qu'il a fait subir à Abby ne soient pas donnés au tribunal parce qu'il a honte. Il n'a pas envie que tout le monde entende ce qu'il a fait. Les médecins et psychologues qui suivent Abby depuis sa liberté lui conseillent vivement de ne pas se rendre au procès et d'éviter toutes les informations à ce sujet parce qu'ils ont peur que ça lui fasse trop de mal. Mais Abby ne les écoute pas. Elle tient absolument à se rendre au procès. Elle s'y rend avec Xenia et elle décide, de manière extrêmement courageuse, de s'adresser directement à Nate. Elle a un message à lui faire passer et voici ce qu'elle lui dit. « Je n'ai pas choisi de subir des violences sexuelles et des menaces. Tu es le seul et unique responsable de ce qui t'arrive. Certains disent que tu es un monstre, mais je t'ai toujours considéré comme un être humain. Sache que même si ma vie est devenue beaucoup plus difficile après tout ça, je te pardonne quand même. » Les policiers ayant trouvé des centaines et des centaines de preuves du calvaire vécu par Abby dans le conteneur de Nate, eh bien celui-ci est condamné à 90 ans de prison, avec une période de sûreté de 45 ans. Donc Nate va très probablement passer le restant de ses jours derrière les barreaux. Les informations que j'ai données dans cette vidéo sur ce qu'Abby avait subi dans le conteneur ont été racontées avec beaucoup de courage par Abby elle-même, mais sachez que ce n'est qu'une infime partie de ce qu'elle a subi. Vous imaginez bien qu'en 9 mois, elle a eu le temps de subir des choses. Elle a parlé de certaines de ces choses, mais les médias ont choisi de les censurer parce qu'ils trouvaient ça beaucoup trop choquant. Abby, pour se protéger, est comme détachée de la situation, donc elle raconte les choses sans émotion et de manière très factuelle. Donc elle n'a eu aucun mal à se livrer sur son calvaire, sur les tortures qu'elle a subies, mais ce sont des choses qui, pour le public, sont considérées comme très choquantes et qui donc n'ont pas été révélées. Abby, aujourd'hui, est mariée. Elle a un enfant de 5 ans, elle vit dans l'état du Maine, elle est coiffeuse et elle est heureuse. Elle affirme que grâce à des années de thérapie, eh bien, elle n'a presque plus peur. Et si l'histoire d'Abby Hernandez vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous avez vu le film qui a été fait au sujet de son histoire, donc un film qui s'appelle The Girl in the Shed, un film qui, s'il vous intéresse, est disponible sur Prime Video, et c'est un film qui est plutôt fidèle à la réalité, donc ça peut être intéressant de le regarder après cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vu, puisqu'Abby est productrice de ce film, et l'équipe du film a travaillé main dans la main avec elle en lui posant des questions. L'actrice qui joue son rôle lui a même demandé des conseils, elle voulait faire en sorte que son rôle dans le film soit le plus fidèle à la réalité, donc c'est un film qui a été fait de manière très sérieuse en collaboration avec Abby. C'est tout pour cette histoire, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.